Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Daniel Baclen. Bonjour. Bonjour. Le ministre des Pensions du gouvernement fédéral. Tout d'abord, un petit retour en arrière. C'était il y a 5 ans, Daniel Baclen. Vous étiez chef de groupe MR à la Chambre et vous étiez l'initiateur d'une loi. C'était la loi qui interdisait le port du burqa, de la burqa même. 5 ans après, est-ce que vous vous dites... on a eu raison de faire cette loi? Est-ce qu'on aurait dû la faire différemment? Est-ce qu'elle aurait dû être plus extensive? Quel est votre sentiment par rapport à ça? On a eu sûrement raison. Il fallait interdire le port de la burqa et du niqab dans l'espace public, simplement pour exprimer clairement notre désaccord avec ce symbole politique de soumission de la femme à l'homme, et aussi qui empêchait la reconnaissance mutuelle dans l'espace public, ce qui est quand même le fondement d'une relation sociale. Et donc, on doit aller maintenant beaucoup plus loin que cela. C'est-à-dire ? Et interdire tous les accommodements raisonnables de manière très ferme. Il n'est pas raisonnable de négocier sur des valeurs fondamentales, sur des libertés fondamentales. Et donc l'interdiction, par exemple, des signes religieux ostentatoires dans les écoles, dans les administrations, pour tous les niveaux de l'administration, dans tous les endroits où l'on rend un service public, doit être développé aujourd'hui, et nous plaidons pour qu'on adopte à tous les niveaux de pouvoir des lois très claires par rapport à ça qui interdisent les accommodements raisonnables. Mais vous n'avez pas l'impression qu'en 5 ans, on a plutôt vu se multiplier ce genre de tenues? On a même parlé cet été de burkini en France, plutôt que de voir régresser cela. Oui, parce que je pense qu'on n'a pas été assez ferme par rapport à la lutte contre les accommodements raisonnables. On a été trop accommodant à certains niveaux de pouvoir, sûrement pas chez les libéraux, où on a toujours une position extrêmement ferme par rapport à cela. Mais bon, certains, par calcul plus ou moins électoraliste, ont été déraisonnables en la matière, me semble-t-il. Alors, parlons de votre matière, les pensions. Et vous avez déjà créé un véritable séisme quand vous avez parlé de pensions à 67 ans. Mais maintenant, le dossier est plutôt sur la pénibilité, pénibilité du travail, savoir qui finalement pourra prendre sa pension plus tôt que ses 67 ans. Alors, vous avez déterminé 4 critères de pénibilité. Alors, je les résume, les circonstances du travail, l'organisation du travail, le risque de sécurité en matière de travail et l'émotion, le type de travail qui pourra avoir une charge émotionnelle. Est-ce qu'on peut affiner ces 4 critères? Parce que ça me paraît des critères quand même assez vagues. Comment est-ce qu'on peut affiner ces 4 critères? En fait, c'est le Comité national des pensions, donc les partenaires sociaux avec le gouvernement qui ont trouvé un accord sur la méthodologie, sur la façon d'introduire la pénibilité dans le système social des pensions pour faire en sorte qu'effectivement, soit on puisse partir plus tôt, soit on puisse partir avec une pension plus élevée, au choix du travailleur. Et ces critères de pénibilité, on a décidé qu'on adopterait une approche collective, c'était quand même un aspect important, avec bien entendu aussi une approche individuelle pour les personnes handicapées, pour les personnes malades graves, qui doivent avoir un traitement particulier, me semble-t-il, en termes de pénibilité et de moment de partir en pension. Une approche individuelle pour le secteur des indépendants aussi, où on ne saurait pas adopter une approche collective. Mais on a décidé aussi de se concentrer sur des critères précis, objectifs, mesurables, contrôlables. Et donc tout cela fera partie des étapes ultérieures et du travail des partenaires sociaux. Maintenant, il faut déterminer d'abord une enveloppe budgétaire, ce sera décidé par le gouvernement. Et puis dès qu'on a cette enveloppe budgétaire, qu'on sait dans quel cadre budgétaire on peut intervenir, on va proposer aux partenaires sociaux de retravailler sur la concrétisation des critères de pénibilité de manière très précise, de nouveau, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport à cela. Parce que vous parlez de critères précis, moi je parle de critères vagues, parce que finalement l'organisation du travail, beaucoup d'emplois peuvent correspondre à des difficultés, à de la pénibilité en matière d'organisation. Donc, vous, ce que vous dites, c'est qu'on établira exactement les métiers et les fonctions qui correspondent à cette pénibilité une fois qu'on connaîtra le cadre budgétaire. Voilà. Et bien entendu, on ne part pas de rien. Je rappelle que les partenaires sociaux ont déjà, dans des conventions collectives de travail prévues pour les prépensions, pour les créditants de fin de carrière, toute une série de critères, comme le travail de nuit, le travail interrompu, le travail dans des conditions météorologiques difficiles. Il y a même des professions qui ont été
déjà reconnues en termes de pénibilité dans les conventions collectives de travail, comme les infirmières, par exemple. Donc ça, c'est sûr que ce sera repris. Alors bon, moi, je ne souhaite pas citer aujourd'hui de métier parce que je ne veux pas fermer le débat. Je veux au contraire qu'il soit ouvert et que les partenaires sociaux puissent discuter librement de la concrétisation des critères de pénibilité. Ce qui était très important, c'est d'obtenir un premier accord au niveau du Comité national des pensions, que j'ai voulu créer il y a maintenant un peu plus d'1 an, et qui fonctionne. Certains ont dit que ça ne fonctionnera pas, c'est trop compliqué, les partenaires sociaux n'arriveront jamais à des accords. Non, on a démontré que ce système fonctionne et que le Comité national des pensions est capable d'élaborer des rapports dans une matière pourtant difficile, dans laquelle beaucoup de pays ne sont jamais arrivés à des accords. Et donc, je suis assez satisfait de cela. Le travail est loin d'être terminé, mais c'est un bon début. Oui, et avant d'être satisfait, il faudra voir le budget, comme vous le dites vous-même. Oui, absolument. Donc, on va en savoir un petit peu plus sur le budget de l'année prochaine dans quelques semaines. Et donc, déjà, à partir de ce moment-là, vous pourrez faire travailler les partenaires sociaux sur oui, dès qu'on a un cadre budgétaire, dans le secteur public, on sait déjà qu'on va recycler les tantièmes préférentiels, qui est un vieux système qui date souvent du 19e siècle, dans un nouveau système de tantièmes axé sur la pénibilité, en créant une espèce de compte de pénibilité. Et dans le secteur privé, effectivement, il faudra dégager un budget pour permettre à un certain nombre de personnes de partir plus tôt ou de partir avec une pension plus élevée. En fait, on est en train de créer une plage de 60 à 67 ans. Ceux qui ont commencé très très tôt pourront continuer à partir plus tôt. Ceux qui ont un métier reconnu comme pénible et des fonctions reconnues comme pénibles pourront aussi partir plus tôt. Et pour cela, il faut qu'il y en ait d'autres qui partent un peu plus tard. Alors, vous avez aussi lancé l'idée de généraliser le système de rachat des années d'études. C'est un système qui existait pour les enseignants, notamment, qui existait aussi pour les salariés, mais était très très peu utilisé. Et donc, en rachetant ces années d'études, ça permet de comptabiliser des années supplémentaires qui sont prises en compte dans le calcul de la pension. Mais aujourd'hui, ce sont les fonctionnaires qui se sentent un peu lésés, puisque eux, c'était gratuitement qu'ils pouvaient racheter ces années, et là, ils vont devoir payer, comme les autres. Comment vous répondez à cette la commission de réforme des pensions, présidée par l'ancien ministre Van den Broek, avait lui proposé au gouvernement, vous savez que c'est une des références du gouvernement dans la réforme des pensions, avait proposé de supprimer purement et simplement la bonification pour diplôme pour tout le monde. Je n'ai pas voulu aller dans cette direction, mais par contre, j'ai désiré qu'on harmonise le système. Il y avait de profondes inégalités. Deux personnes qui travaillaient parfois dans le même bureau, l'un contractuel, l'autre fonctionnaire, avaient un système totalement différent alors qu'ils faisaient exactement le même métier. Et donc, j'ai voulu harmoniser et faire en sorte que l'on propose, plutôt que la suppression de la bonification, un système égalitaire de rachat des années d'études, avec des périodes de transition, bien entendu. Avec le fait que quand on rachète plus tôt, on le rachète sur base d'un forfait, 1 500 € par année d'études, somme déductible, puisqu'il s'agit d'une cotisation sociale, déductible des impôts, et donc un système accessible, bien entendu, sinon ça n'avait pas beaucoup de sens. Et donc ce sera la même chose pour l'ensemble, mais pour les fonctionnaires, bien entendu, on va tenir compte des droits acquis. Donc le fonctionnaire qui a déjà fait 2 tiers de sa carrière, il a 2 tiers de ses années d'études à titre gratuit qu'il va conserver. Et d'autre part, on l'ignore parfois, mais pour les fonctionnaires, le rachat d'études n'était possible que pour les années, que pour les diplômes requis pour la fonction dans le statut. Aujourd'hui, ce sera possible pour tous les diplômes d'enseignement supérieur. Et donc, beaucoup de fonctionnaires qui n'avaient pas droit à la bonification pour diplôme vont pouvoir y avoir accès, moyennant, c'est vrai, une cotisation de régularisation. Alors, on ne comprend pas pourquoi, à la Chambre, la pension des parlementaires ne suit pas les mêmes règles, notamment sur les 67 ans que vous avez instituées. Alors, qu'en pense le ministre des Pensions ? Le ministre des Pensions n'est pas compétent dans cette matière. J'ai voulu l'exprimer clairement au Parlement, d'ailleurs, lorsque j'ai été interrogé sur la question. Moi, je suis très attaché à la séparation des pouvoirs et je trouve qu'il serait malsain que ce soit le gouvernement, l'exécutif, qui impose au législatif, qui est censé le contrôler, un système de sécurité sociale ou un système de pension. Je pense qu'il a toujours été bien compris que les parlementaires décident eux-mêmes
de leur système de pension. Ils l'ont toujours fait. D'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème d'équité en se disant les travailleurs ne sont pas les mêmes? D'un côté, il y a des travailleurs qui vont jusqu'à 67 ans et pas les parlementaires. C'est vrai que si on considère que les parlementaires sont un métier comme les autres, évidemment, il faut... Moi, j'ai toujours considéré que le mandat parlementaire n'était pas une profession. Voilà, je ne pense pas que ce soit une profession. Je pense qu'il faut... Moi, je suis assez partisan de l'accord qui est intervenu récemment. Enfin, il n'est pas encore définitif, mais il semble bien que l'accord se dessine entre les différents parlements. Je pense qu'il faut le même système pour les différents parlements, les différents niveaux de pouvoir, parce que sinon, ça va être très compliqué puisque beaucoup passent de l'un à l'autre. Et je pense qu'il faut un système qui permette de rendre la fonction parlementaire accessible ou attractive pour toutes les catégories. Ça, c'est très important, pas seulement pour les fonctionnaires. Il faut aussi que des indépendants et des gens qui viennent du privé puissent devenir parlementaires à un moment donné. Dernier dossier rapidement, le gouvernement fédéral, la semaine dernière, a pris une décision importante en matière de numéro INAMI. Et on a l'impression que le gouvernement fédéral a voulu punir la Fédération Wallonie-Bruxelles parce qu'elle n'a pas géré, comme le voulaient les Flamands et le gouvernement fédéral, elle n'a pas voulu gérer de la bonne manière les études en médecine. Est-ce que c'est une punition? Non, ce n'est sûrement pas une punition. Ce n'était pas du tout l'esprit du compromis qui est intervenu. Simplement, on a constaté, mais ce n'est pas nouveau, que la Fédération Wallonie-Bruxelles n'a jamais pris ses responsabilités, depuis maintenant près de 18 ans, me semble-t-il, concernant l'accès aux études de médecine. Alors que la Flandre l'a fait, et la Flandre ne connaît d'ailleurs aucun problème par rapport à cela au niveau des quotas, alors que la Fédération Wallonie-Bruxelles n'arrête pas de passer d'un système de reçu-collé, etc., qui est tout à fait infernal et incompréhensible, et inadmissible même, je dirais, pour les étudiants. Et donc c'est vraiment l'inertie de la communauté française pendant de très longues années qui, à mon avis, est la cause de l'ensemble des difficultés que l'on rencontre dans ce dossier aujourd'hui. Alors le gouvernement a fait l'objet a décidé d'un compromis politique, très clairement, sur une clé de répartition. Il y a quand même 36 numéros INAMI de plus que précédemment. Et il y a un engagement aussi à faire en sorte que les personnes qui sont dans les études de médecine reçoivent un numéro INAMI. Mais bien entendu, il faut que la Fédération Wallonie-Bruxelles prenne ses responsabilités par rapport à l'accès aux études. Vous n'avez plus votre numéro INAMI, docteur? J'ai toujours mon numéro INAMI. Et vous l'utilisez? De temps en temps. Merci Daniel Baclaine. On se retrouve demain pour une autre interview.